Bon, déjà, merci de m'accueillir chez vous. Merci Lise pour l'invitation. Alors, quelqu'un a été bien plus à même que moi de venir vous parler de tout ça. Il vous aurait tenu le crachoir et vous aurait enchanté. C'est Olivier Soulier. Mais bon, les circonstances font que on pensera bien à lui. Comme disait Carlo Brusa, il n'est pas parti, il est partout. Alors, cette conférence, je voudrais, un bien grand mot, mais je voudrais l'étiqueter 3 ans plus tard, on fait quoi? Parce que ce cirque a commencé déjà depuis 3 ans, et certains parmi vous diront, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et je vais commencer avec une citation que j'affectionne particulièrement de Charles Péguy. Et Charles Péguy disait, celui qui ne gueule pas la vérité quand il connaît la vérité, se fait le complice des faussaires et des voleurs. Et j'ajouterai, se fait le complice des criminels et des mondialopathes. Je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne savent pas qui je suis. Donc, je m'appelle Éric Loridan, j'ai 56 ans. Je suis marié depuis maintenant 29 ans, nous avons 6 enfants, je suis grand-père. Et jusqu'à ce cirque du coronavirus, j'étais chirurgien digestif à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. J'avais mis en place quand même pas mal d'activités, très impliquées, praticien hospitalier depuis 2003. Maintenant, je suis mis en disponibilité de la fonction publique. Alors j'ai été considéré comme suspendu, comme 15 000 soignants au minimum en France, soignants et apparentés. Le terme suspendu est un peu plus large que ce qu'il signifie. Toutes les personnes qui ont été obligées de se mettre comme moi en disponibilité, qui ont pris une retraite anticipée pour ne pas se faire injecter, tous ceux qui ont prolongé des arrêts de travail intempestifs, etc. Tout cela, je les mets dans la même catégorie suspendu ou plutôt empêché d'exercer. Disons que je suis chirurgien empêché d'exercer. Depuis, il y a quand même pas mal de chemin qui s'est fait. Je suis aussi animateur télé dans une émission de santé hebdomadaire qui s'appelle sur TV ADP, Télévision Alliance du Peuple, et une émission que j'ai intitulée À votre santé, qui m'a permis de discuter avec des personnes de tous horizons et de rencontrer des tas de monde, des soignants, anthropologues de la santé, des scientifiques, de les faire intervenir dans mon émission et pour parler, on va dire que quand même, soyons honnêtes, que 3/4 du temps c'était sur la crise Covid qu'on traversait que tournaient mes émissions. Hier, 15 septembre 2023, il y a eu exactement 2 ans, jour pour jour, que la loi du 5 août 2023 s'est appliquée. Cette loi du 5 août qui obligeait tous les soignants, les pompiers et tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé ou même du médico-social à avoir un schéma vaccinal anti-Covid à jour. Il y a 3 ans, non, il y a donc 2 ans, nous étions devant le bureau de l'Agence régionale de santé avec Olivier Soulier, avec Sébastien Delannoy qui était infirmier. Tous les 3, nous sommes allés dans les bureaux de l'Agence régionale de santé rencontrer le directeur. Il y avait à peu près 300 à 400 soignants qui, comme nous, avons déposé nos blouses devant l'ARS, et ça s'est fait dans toutes les ARS de France. Cette loi du 5 août 2023 n'est pas encore abrogée. Vous le savez? Bon, parce que la plupart du temps, si vous en discutez autour de vous, et même parmi les soignants qui sont en poste, tout le monde pense que c'est fini. Et c'est faux. La loi a juste été levée par le décret de François Braun en date du 15, qui a pris application le 15 mai de cette année. Mais ça a été juste levé comme un couperet de guillotine, hein, et qui est prêt à retomber au prochain décret. Un décret étant inférieur à une loi. Un décret va décider que le décret précédent s'annule, la loi s'applique à nouveau et tous les soignants vont devoir présenter un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire
pour l'heure actuelle, 3 doses anti-Covid, si ça ne change pas d'ici là. Vous avez peut-être entendu ce matin que le ministre de la Santé, qui pour information pour formation est prof d'histoire géo, mais là il est ministre de la Santé, il a décrété que la nouvelle campagne de vaccination Covid allait commencer non pas le 17 octobre comme prévu, mais le 2. Donc ça va s'adresser à des personnes particulières, hein, plus de 65 ans, fragiles, etc. Femmes enceintes. Voilà. Combien de doses? Alors, pour le moment, ils nous ont dit une dose, mais la dernière fois, ils nous avaient dit aussi juste une dose. Hein. Et puis après, il en fallait une deuxième. Et puis, alors, pour le moment en tout cas, et depuis quelques mois, nous sommes un peu dans une phase où tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Discutez autour de vous, hein. Pour vous, vous savez que non, d'accord? Mais discutez un petit peu autour de vous, tout va bien. Dans les hôpitaux, c'est pas terrible, c'est difficile aux urgences, etc. On en parle, mais globalement tout va bien, les soignants peuvent retravailler, l'affaire est finie, etc. Nous sommes en pleine phase de pause entre 2 séances de torture. Vous connaissez les tortures de noyade, hein? On prend la tête du gars, on le fout dans la baignoire jusqu'à s'il suffoque, dès qu'il ne peut plus et qu'il commence à moins se débattre, on le redresse, il respire un grand coup, on le laisse récupérer, il pense que c'est fini et on le replonge à nouveau. Et là on est dans cette phase entre les deux où on peut à nouveau respirer. Alors respirons. On peut faire quand même un constat maintenant qu'il y a une espèce de déconstruction, de destruction de notre système de santé qui est manifeste. Il y a peu de temps, le personnel de l'hôpital de Carhaix, en Bretagne, avait séquestré l'ARS et les directeurs de l'hôpital dans leurs locaux en disant on ne sortira pas d'ici tant que nous ne s'assurerait pas que les urgences vont rester ouvertes 24 heures sur 24. Le fait est qu'il y a des urgences qui ferment. Le fait est qu'il y a eu aussi pendant un été tout un département qui n'avait plus de service de maternité. Alors qu'il y a 40 ans, on vantait le système de santé français comme étant le meilleur au monde. Ça se voit, hein, quand on nous a parlé du numerus clausus en médecine. Le numerus clausus fait qu'en première année de médecine, il y a un concours qui fait qu'il y a une espèce d'écrémage. On prend, allez, ça doit être quelque chose comme 15-20% à l'époque où j'y étais, des étudiants en première année pour passer en deuxième. Et comment ils sont sélectionnés? Ils ne sont pas sélectionnés sur leur intelligence ou sur leur bon sens. Hein. Ils sont sélectionnés sur leur façon de pouvoir apprendre des choses par cœur et les réciter sous forme de QCM, des cases à cocher. C'est-à-dire qu'il suffit que dans les semaines qui précèdent le concours de première année de médecine, vous révisiez tous les QCM qui ont été faits dans les 10 années qui précèdent, dans toutes les matières, et vous avez toutes les chances de réussir le concours. Le tout, c'est d'apprendre à mémoriser, pas d'apprendre à réfléchir. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que par la suite, dans les études de médecine, on va nous apprendre aussi à mémoriser et à rentrer dans un moule. Et plus qu'une formation médicale, nous avons affaire à un formatage. Et vous pouvez le constater quand vous faites une consultation avec vos médecins traitants, avec des spécialistes, où globalement on dit tous la même chose. D'accord? Il y en a très peu qui sortent du lot, et ceux qui sortent du lot, généralement, on les emmerde avec le conseil de l'ordre. Rappelez-vous aussi ce que nous a dit Emmanuel Macron le 23 avril 2023, alors qu'il était en visite avec l'ancien ministre de la Santé François Braun dans les hôpitaux de France. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de réinventer quand tout n'a pas été détruit. Écoutez bien, hein. On est en train de réinventer un modèle, c'est plus dur de réinventer quand tout n'a pas été détruit. Demandez le programme. Il est là. Il y a un objectif très clair et très net sur la santé en France. Donc sur notre système de santé, sur notre santé. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Autre constat qu'on peut faire, c'est que plus notre médecine fait des progrès, et c'est vrai qu'il y en a. J'ai vu l'avènement de la cœlioscopie, j'ai vu l'avènement de la chirurgie robotique. On parle de plus en plus de greffe d'organes, de recherche sur les cellules souches pour
pouvoir recréer des organes. Tout ça, c'est des progrès absolument fantastiques. La microchirurgie a fait des progrès, mais fabuleux. Le problème, c'est que plus on fait des progrès, plus on a de maladies chroniques. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ou pour dire les choses autrement, plus notre société s'industrialise, plus on est malade. On a assisté aussi en direct depuis 3 ans à un asservissement complet du corps médical au covidisme. Complet. Les voix discordantes se comptaient sur les doigts de main d'un lépreux. Le masque partout, alors je l'ai vu aussi chez les médecins, y compris sur le parking de l'hôpital. On sort de sa voiture, on met son masque sur le parking de l'hôpital. C'était même une recommandation de l'administration. C'est-à-dire que ce sont les administratifs qui disent aux médecins ce qu'ils doivent faire. D'accord ? Des gens qui font l'école du commerce ou d'autres qui sortent d'une direction d'entreprise, ils viennent à l'hôpital, ils disent à des médecins la consigne à faire pour notre santé. Oui, j'avais même un directeur d'hôpital qui tenait absolument à me convaincre que les traitements précoces pour le Covid, ça ne marchait pas et qu'il fallait absolument se faire vacciner. Son cursus, c'est école de commerce, quoi. Ça me fait doucement rigoler. Par contre, cet asservissement au covidisme, là où je l'ai constaté, où ça a fait tilt chez moi de façon très nette, c'est pas tellement parce qu'il n'y a pas eu de réaction favorable quand j'avais fait ma première vidéo sur le port du masque. Il y aurait bien eu des personnes qui auraient pu me dire bien super, on est d'accord avec toi. C'est pas ce qui s'est passé. C'est en fait quand j'ai vu au mois d'avril 2020, c'était quand la vaccination 2021, avril 2021. Donc il y avait déjà 2 doses qui avaient été proposées, mais rien n'était obligatoire. D'accord ? La déclaration du président de la République pour l'obligation vaccinale des soignants, c'était le 12 juillet 2021. Eh bien, en avril 2021, 94% des médecins de l'hôpital avaient déjà reçu leurs 2 doses. C'était même pas obligatoire. J'ai vu ce chiffre, parce qu'on recevait tous ces chiffres-là par courrier. Je me suis dit, c'est foutu. L'affaire est pliée. Et par contre, il y avait des infirmières, il y avait à peu près 50% seulement. Les aides-soignantes, 40%. J'ai dit, mais moins on a de diplômes, plus on a de bon sens. Alors, je vais continuer. On va peut-être prendre des questions-réponses après si on a un petit peu de temps. Il y a une importance aussi à noter de façon considérable, c'est la mainmise des entreprises pharmaceutiques sur l'enseignement qui est fait par les médecins et sur la science en général. Avant, j'avais trouvé à Emmaüs, il y a une vingtaine d'années, un bouquin qui datait de 1907. C'était un traité, non, ça s'appelait Précis de... Je ne l'ai plus retrouvé, là, il est dans tous mes cartons que j'ai dû déballer de l'hôpital et je ne l'ai pas retrouvé. Précis de médecine et d'hygiène, 1907. Où ils expliquaient pathologie par pathologie avec des noms assez cocasses qu'on n'a plus maintenant, le charbon, le typhus, la phtisie. Mais à chaque fois, si vous voulez, il y avait le diagnostic, les signes cliniques, et puis la manière de soigner. Et il y avait 3 chapitres qui étaient traités à part égale. Il y avait l'allopathie, il y avait l'homéopathie, et il y avait la physiothérapie. Ces 3-là étaient traités de la même façon. Jamais on nous enseigne l'homéopathie ou la physiothérapie ou quoi que ce soit dans les études de médecine actuellement. Jamais. Ça n'existe plus. Parce qu'il y a une mainmise des laboratoires pharmaceutiques et Olivier Soulier vous aurait très bien expliqué la manière dont ça s'est fait, notamment d'abord aux États-Unis avec la Fondation Rockefeller. Alors maintenant, on parle beaucoup de la maladie, on parle beaucoup des remèdes, mais on parle très peu des méthodes de prévention quand on enseigne aux médecins. Sauf en pathologie infectieuse quand il s'agit de vaccins. Non, la prévention, c'est le vaccin. Savez-vous que l'herboristerie a été interdite sous Vichy? Ça fait réfléchir. Et que l'ordre des médecins sous sa mouture actuelle est quand même issu de la période de Vichy, sous Pétain. La seule différence qui existe avec l'ordre des médecins qu'on connaît maintenant,
c'est que les médecins votent pour les représentants de l'ordre des médecins, ce qui n'était pas le cas sous Vichy. C'est De Gaulle qui a fait qu'en fait les médecins votent pour leur père. Après, on a vu dans l'histoire, et dans l'histoire la plus récente, c'est-à-dire l'histoire Covid, toutes ces aberrations qu'il convient de nommer et de renommer et de redire régulièrement, parce qu'il faut que ces messages passent pour les générations qui viennent. On a voulu nous faire croire qu'un bout de tissu sur le visage allait nous protéger d'une grande pathologie virale. Mais ils vont rire, hein, nos petits-enfants. Ils vont rire. Les plages dynamiques, vous n'aviez pas le droit d'aller sur la plage. Il faut se rendre compte de ce qu'on a vécu quand même. On a accepté ça. Hein. Interdit d'aller sur la plage. Et s'il y avait une seule personne qui se trouvait sur la plage, il y avait les drones et puis les hélicoptères et les gendarmes à cheval. Il faut se rendre compte de ce qu'on a vécu. On s'autorisait soi-même à sortir 1 heure pour aller faire pisser le chien ou faire ses courses. On avait le droit de prendre un café assis, mais pas debout. Moi, je le prends allongé. Voilà. Et tout ça, ça s'est fait avec quand même un zèle considérable des forces de l'ordre. Je ne sais pas comment ils peuvent voir ces choses-là maintenant, mais j'y reviendrai après sur la façon que nous aurons à avoir de comporter vis-à-vis de ceux qui nous ont qui ont accepté que nous soyons à ce point asservis. Retenons bien une chose importante, c'est que il s'agit plus, il ne s'agit pas seulement d'une chamaillerie entre deux camps, qui serait le camp des mondialistes et puis le camp du peuple. Je ne suis pas le seul à le dire, je pense que beaucoup d'entre vous le diront dans cette salle, mais il s'agit d'un combat spirituel. Il s'agit d'une guerre spirituelle. D'abord contre les forces déployées qui nous échappent. Hein. Rappelez-vous Macron qui disait la bête de l'événement est là et elle arrive. C'est pareil, demandez le programme. Mais ils nous disent tout. Il faut les écouter, ils nous disent tout. C'est toujours savoir écouter l'ennemi. Et puis, c'est aussi un combat spirituel contre nous-mêmes. Comment moi je vais réagir vis-à-vis de ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vais en faire? Quel est mon sentiment? De la haine? De la colère? Elle est légitime à la colère. Elle est légitime. Mais qu'est-ce que j'en fais après? Comment je travaille sur moi pour me changer? Comment puis-je changer la société si je ne suis pas capable de me changer moi-même? C'est d'autant plus important qu'on voit en ce moment, au sein de ce qu'on appelle la résistance ou des gens éveillés, des dissensions, des accroches. On s'accuse mutuellement les uns les autres de... Allez, il y a les pro-graphènes, il y a les anti-graphènes, d'accord? Il y a ceux qui misent tout sur la spike et ceux qui disent il n'y a pas que la spike, il y a d'autres choses, etc. Comment je réagis par rapport à ça pour faire en sorte que dans le milieu dans lequel je vis, il n'y ait pas de division? Compliqué, hein? C'est compliqué. Et pourtant, ça me paraît quelque chose d'absolument vital. Parce qu'un camp divisé est un camp qui ne tiendra pas. En face, ils sont unis. Unis et univoques. Nous, on est en train de se diviser. On en fait quoi? Alors, comment je réagis? Alors, je vais vous dire, la colère, moi, j'ai eu la plus forte colère que j'ai eue, ça a été le 12 juillet 2021 à l'annonce de Macron. Mais avec le recul, j'ai senti, mais d'abord, c'était une colère monstre. J'étais prêt à balancer mon portable par terre. Bon, il était presque neuf, donc je ne l'ai pas fait. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose, de toute façon. Mais cette colère, je me suis rendu compte à quel point elle était en train de me miner, de me griser de l'intérieur. Elle était en train de me faire du mal. J'en fais quoi? Eh bien, il nous oblige à ça.
Ok, on va s'organiser, on va faire en sorte de pouvoir vivre avec ça. Pas de souci. Il y a les circonstances extérieures telles qu'elles nous arrivent, sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Si Macron fait cette décision-là, prend cette décision-là, ça tombe sur tout le pays, j'ai pas d'emprise là-dessus. Je peux pas lui dire non, tu fais des conneries, il faut faire marche arrière, il ne m'écoutera pas. Mais par contre, comment je fais, comment je réagis, quand vous avez une vague qui vous arrive devant vous, vous êtes à la plage, vous avez une grosse vague qui vous arrive devant vous, vous pouvez vous laisser emporter par cette vague et vous fracasser sur les rochers, vous pouvez sauter pour l'éviter, vous pouvez plonger. D'accord ? Vous avez différentes possibilités avec cette vague. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que je fais de cette vague qui est en train de me submerger de colère? Je la garde, on en parle avec d'autres, on détend les choses et on la transforme. Bon, je vais peut-être dire un gros mot pour certains, on l'évangélise. Ça veut dire qu'on lui donne un sens que celui qui nous a mis en colère n'avait pas prévu. On s'en sert. C'est comme dans le jiu-jitsu, le aikido, hein, on se sert de la force de l'adversaire. Alors qu'est-ce que j'en fais? Un peu plus de résilience, de la solidarité vis-à-vis de ceux qui vont en souffrir, les soignants suspendus, de l'amour aussi à distribuer autour de soi, et surtout un retour peut-être à plus de sobriété de vie. Depuis 3 ans, on assistait à un test d'obéissance à l'autorité à l'échelle mondiale. Et le masque a été le signe le plus flagrant. Pendant toute cette période de confinement et de masque qu'on a subi en 2020, on a vécu une expérience de 1000 grammes à ciel ouvert. On était nombreux à s'être considérés comme étant dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Non mais on avait le droit de ne pas avoir de masque à cet endroit-là, mais passer le coin de la rue, il fallait un masque. Et je vous rappelle par exemple, le plus amusant que j'ai trouvé, moi c'était à Ambleteuse. Il y a sur la digue, c'est le boulevard de la Liberté, et à l'entrée du boulevard de la Liberté, il y a un grand panneau, masque obligatoire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut en rire. On en rit, d'accord? On garde un petit peu de joie. On va revenir sur la joie tout à l'heure, mais on garde un petit peu de joie en se disant, c'est aberrant. C'est aberrant, ça ne peut pas tenir. Comment les gens peuvent marcher à ça? Mais si ça a marché, c'est parce qu'il y a eu un matraquage médiatique permanent et unanime. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Quelques milliardaires détiennent la quasi-totalité des médias en France. Écrit, radio et télé. De fait, on n'a pas de pluralité. Mais ça, ça existe depuis très longtemps. Hein. Même Coluche l'avait démontré qu'il n'y a pas de pluralité dans les médias. Comme dans le reste du monde. Mais par contre, un truc que j'ai remarqué, et vous pourrez peut-être me confirmer, c'est que la plupart des gens qui très tôt, dès le début, se sont réveillés et ont dit il y a un truc qui ne va pas, chez eux, il n'y a pas de lucarne à blaireau. De télé. Il n'y a pas de télé. Ou alors si elle y est, elle est quasiment tout le temps éteinte, ou c'est simplement des films, vidéoscopes, mais jamais de matraquage télévisé en permanence. Vous connaissez tous des gens qui allument la télé parce que ça fait une présence chez eux. Et parmi ceux qui sont ici, comme tous ceux que vous connaissez qui ont tenu le coup depuis le début, il n'y a pas de lucarne à blaireau. C'est Eric Toulis qui avait parlé de lucarne à blaireau, déjà un chansonnier. J'ai gardé sa dénomination, je trouve qu'elle va très très bien. On va reparler un petit peu des vaccins. Je ne vous apprends rien en vous disant que ces vaccins contre la Covid n'en sont pas. On s'est fait traiter de complotiste en le disant, c'est pas grave, c'est devenu un galon sur nos épaules. Mais il est important de pouvoir continuer à expliquer de façon simple aux gens que c'est peut-être pas raisonnable d'aller plus loin. Le truc tout simple que vous pouvez leur dire, c'est comment se fait-il qu'on demande avec les vaccins ARN à notre corps de fabriquer une protéine du virus alors qu'on sait que cette protéine, on le sait depuis le mois d'avril 2021, par une étude internationale validée
par l'Institut Salk aux États-Unis. L'Institut Salk, c'est Edward Jonas Salk, qui est quand même celui qui a mis au point le premier vaccin contre la polio dans les années 50. Donc l'Institut Salk, c'est du solide. On sait depuis avril 2021 donc, que ce qui entraîne les symptômes de Covid, c'est pas le virus, c'est la protéine spike. Et on va demander à ton corps, à toi qui acceptes l'injection, de fabriquer la protéine qui entraîne la maladie. Est-ce que tu t'étonnes, après avoir été injecté, d'être positif au Covid? Est-ce que tu vas continuer? Tu as fait tes 3 doses, ok. Le ministre demande la 4e. Est-ce que tu vas y aller? Des choses simples, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais une petite graine là, une petite graine dans l'esprit. Si vous y allez en disant ouais, machin, graphène, tout ça, ils vous écouteront plus, c'est pas la peine. Mais des trucs simples. On demande à ton corps de fabriquer la protéine qui rend malade. On te dit que ça dure pas longtemps. On te dit que ça va s'éliminer après. La preuve que non, que ça ne s'élimine pas après, la preuve par l'exemple, et vous en avez entendu parler, c'est Pascal Najadi. Pascal Najadi, qui est un banquier d'affaires international et qui est suisse, qui a double nationalité suisse et anglaise. Il avait fait confiance au gouvernement suisse. Il a fait ses 3 doses. Il est malade à crever. Il aurait dû mourir parce qu'il avait eu un dosage de protéine spike. Ça se fait en Suisse, ça se fait en Allemagne, ça se fait pas en France. Ce dosage de protéine spike lui montrait qu'il avait 180 picogrammes par millilitre de protéine spike dans le sang. 180 picogrammes, ça vous dit peut-être rien, mais à 50, on meurt. Et ce que dit Shugari Bhakti, le médecin qui le soigne, c'est qu'il continue à produire cette spike. C'est-à-dire que s'il continue, même 1 an après sa dernière injection, à produire de la spike, c'est que son corps est maintenant programmé à en produire. C'est donc que ce code génétique qui produit la spike, c'est inscrit dans son ADN. D'accord? Alors s'il n'est pas mort, c'est qu'il est très bien pris en charge. Et croyez-moi, je sais quels sont les praticiens qui s'occupent de lui. Il va emmerder le monde encore bien longtemps. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour cette histoire de protéine spike. Maintenant, les vaccins en général, maintenant, vous savez bien qu'on est tous en train de chercher à remettre en cause ces vaccins qu'on nous a proposés. Moi, je vais vous dire clairement, je n'ai jamais été auparavant opposé au vaccin. Bon, je suis chirurgien, je ne suis pas médecin généraliste, je ne suis pas infectiologue. De fait, je n'injecte pas de vaccin, ce n'est pas mon boulot. Mais ça m'est arrivé de le proposer, par exemple, à des gens à qui on enlève la rate pour des accidents de la route, parce qu'ils peuvent être plus sensibles aux infections pneumocoques. Je leur dis, adressez-vous au médecin hématologue ou à votre médecin traitant, parce que ça peut être important pour éviter de faire une pneumonie, qui peut être plus sévère chez vous du fait de l'absence de rate. Donc je ne suis pas opposé. Mais de plus en plus, on se pose la question en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'ils nous font, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en se faisant injecter ces produits? Et on peut aller jusqu'à remettre en cause tout ça. Depuis le début, depuis Jenner. Les vaccins en général, auparavant, en adjuvant, on avait du phosphate de calcium. Totalement inoffensif dans les vaccins pour enfants, vaccins pour adultes. À un moment donné, il a été remplacé par de l'aluminium. Du phosphate, on en a dans le corps. Du calcium, on en a dans le corps. Tout va bien. L'aluminium, c'est en montagne. C'est pas nous. Et le problème de l'aluminium, c'est qu'il a un tropisme particulier pour certaines parties de notre organisme, alors les os, mais surtout le cerveau. Et je vous disais en commençant qu'on avait de plus en plus de pathologies chroniques dans notre société et de pathologies neurodégénératives. Je ne fais pas de lien de cause à effet, on est bien d'accord, je ne vais pas d'emmerde avec l'ordre, qui vont écouter cette vidéo.
Mais il est légitime de se pencher sur ce problème. Et si on ne le fait pas, il y aura toujours un doute qui sera installé et il y aura toujours des gens pour dénoncer. Donc il va falloir de façon urgente que les autorités sanitaires se penchent sur cette question. Sans se voiler la face, sans rien cacher, mais de façon tout à fait indépendante. Un jour ça viendra peut-être. On va parler un petit peu de l'ordre des médecins. En ce moment, vous le savez, il y a un haro sur les médecins qui soignent. Cette semaine, il y a eu le docteur Michel, procureur, qui est un chirurgien ORL à Nantes, qui est passé au Conseil de l'Ordre pour avoir alors l'accusation qui est portée contre lui, c'est d'avoir fait 89 faux passes vaccinaux. J'allais dire 89 vies sauvées. Ceci étant, c'est ce qui lui est reproché. Et effectivement, il est complètement hors la loi, on est d'accord. Mais ça, il faut voir quelle est la légitimité de cette loi. Mais surtout, ce qui est important, c'est que en 2023, maintenant, les choses ne sont plus les mêmes que l'an dernier. Et il y a des preuves, il y a des choses qui sont bien étayées sur le plan scientifique pour expliquer à quel point il y a une corrélation entre des complications graves et l'action de ces injections sur notre système de santé. Et ça, c'est surtout Jean-Marc Sabatier qui en a parlé, qui a très, très fortement et très souvent fait des enseignements ou des articles sur le système rénine-angiotensine qui est présent dans tout l'organisme. C'est pour ça qu'on a des symptômes divers et variés à la fois de Covid mais des vaccins. Donc tous les médecins du Conseil de l'Ordre ont reçu ces documents. Messieurs, chers collègues, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vendredi prochain, et je vous invite à y aller, il y a le docteur Grégory Pamard à 10h à Lille, c'est rue du Faubourg de Roubaix. Grégory, il a eu la mauvaise idée d'informer les gens sur la vaccination. Il a eu la mauvaise idée d'informer les gens aussi sur le masque, notamment pour les enfants. Donc le Conseil de l'Ordre du Cherche-Dinoise. Il a eu la mauvaise idée de soigner quelqu'un que son médecin traitant avait refusé de voir parce que c'était le Covid et qu'il ne pouvait rien faire et qu'il fallait qu'il aille aux urgences. Le monsieur ne voulait pas aller aux urgences. J'espère que ce monsieur pourra venir témoigner au procès de Grégory. J'espère que vous pourrez faire sa connaissance. Il y a un haro aussi en ce moment, vous le savez, sur les médecines alternatives. Le Conseil de l'Ordre essaye d'y mettre, entre guillemets, bon ordre en parlant de lutte contre le charlatanisme et contre les dérives sectaires. Alors, c'est pas faux qu'il peut y en avoir. Soyons clairs, médecine alternative, dérives sectaires, ça existe. L'Église de Scientologie se sert beaucoup de ça. Alors, la médecine générale aujourd'hui. Alors, il n'empêche que même les meilleurs naturopathes et les meilleures maisons d'édition de naturopathie cherchent également à faire le tri là-dedans. La naturopathie a des preuves scientifiques de son efficacité, mais vous trouverez parmi les naturopathes, comme chez les médecins généralistes, comme chez les praticiens et les chirurgiens ou autres, des bons et des moins bons. Des bons et des moins bons. Et on se passe souvent le bouche à oreille en disant il faut aller voir ce chirurgien-là, il ne faut pas aller voir celui-là. Et ça c'est ce genre de choses. Chez la naturopathe, c'est pareil, il y aura des bons et des moins bons. Mais ce n'est pas la peine de jeter le bébé avec l'eau du bain. Surtout la question c'est qu'est-ce que vont devoir faire les médecins qui font également de la médecine alternative. Il y a plein de généralistes qui font de l'homéopathie. Il y en a qui font de l'acupuncture. Qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit de faire ou de ne plus faire maintenant? Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que notre médecine allopathique, elle a quoi? Dans sa forme actuelle, elle a 100 ans. Même pas. La médecine chinoise, il considère que le Conseil de l'Ordre des médecins considère que comme de la médecine alternative, elle a combien? Elle a 6 000 ans. Et on va leur donner des leçons?
rappel quand même, hein, il y a 4000 décès chaque année en France pour infection nosocomiale. C'est pas pour autant qu'on ferme les hôpitaux. Il y a 60 000 décès pour, pas forcément des erreurs médicales ou chirurgicales, mais des suites des traitements. 60 000. On ne va pas pour autant interdire la médecine générale ou la chirurgie, d'accord? Mais ça signifie que la médecine allopathique dans son ensemble, et par conséquent, ceux qui s'estiment être les représentants officiels, c'est-à-dire les conseils de l'ordre des médecins, ont aussi à balayer devant leurs portes. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que tous ceux qui pratiquent de la médecine alternative savent qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec la médecine classique. Il y a de la complémentarité. J'allais dire que les médecins sont plutôt des pros de la maladie. Tu es malade, tu vas voir ton médecin. Les médecines alternatives, les naturopathes sont plutôt des pros de la santé. Et si on veut dégorger les hôpitaux, on fait quoi? Ben, on fait de la prévention, en amont. Et on va en parler aussi tout à l'heure. Mais juste avant d'en parler, parce que ce que je voudrais, c'est... Le titre, c'était 3 ans plus tard, on fait quoi? J'ai encore rien dit de on fait quoi. Mais je voulais juste parler 2 petites minutes. C'est vraiment une parenthèse, mais ça me paraît important, de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Il y a Mickey Willis, qui est un militant des droits de l'homme depuis plus de 20 ans. Il a constaté que tous les mouvements populaires, ils montent. Ça se passe bien. On se sent fort. Et puis il chute à 2 doigts de la victoire pour un point critique. À 2 doigts de la victoire, les luttes intestines. Alors certes, il y a des infiltrés, il y a des agitateurs, c'est comme partout, c'est même comme dans toutes les manifs, donc c'est dans tous les mouvements, mais c'est envers ceux, généralement envers ceux qui font le plus de progrès qu'on s'acharne. Et on va dire, attention, celui-là, celle-là, elle est de l'opposition contrôlée. Vous l'avez entendu ça, hein? J'ai entendu depuis le début. Fais gaffe, ça c'est l'opposition contrôlée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais juste attention à ce poison-là. On a tous une façon différente d'aborder les choses et on s'exprime tous selon, en tout cas je parle des scientifiques et des médecins, selon son propre domaine d'expertise. D'accord? Si moi je donne mon opinion sur le graphène ou sur la protéine spike, ça n'est qu'une opinion. Si je la donne sur le masque, c'est plus qu'une opinion. D'accord? Parce que je suis un expert du masque. En tant que chirurgien, j'ai planché dessus. Non, pas planché, planché c'est un terme franc-maçon. J'ai beaucoup bossé dessus. Et aucun des chirurgiens, à mon avis, en France, n'a autant lu d'études sur le masque que moi depuis le Covid. Donc, j'ai légitimité pour en parler, mais je n'ai pas légitimité pour parler du reste. Par contre, ceux qui l'ont, ils s'expriment. Telle personne est généticienne et elle va parler de l'ARN, c'est son boulot. D'accord? Mais il ne faut pas lui reprocher de ne pas parler du graphène, c'est pas son boulot. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a d'autres qui vont le faire. Il y a Andreas Noax, un Autrichien qui travaillait en Allemagne et qui était spécialiste du graphène, qui a été assassiné, qui en parlait. C'est son boulot. Mais lui, il ne parlera pas de l'ARN, c'est pas son job. Il ne parlera pas du masque, c'est pas son job. D'accord? Donc chacun va s'exprimer selon son domaine de compétence. Et c'est ça qu'il faut, c'est à partir de là qu'il faut écouter les gens qui s'expriment. Ne leur demandez pas de s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ça serait tout à fait illogique. Quand j'ai interrogé des personnes qui étaient spécialisées dans la protéine spike, dans mon émission, j'ai fait intervenir des personnes qui s'y connaissaient parfaitement, pas des gens qui donneraient une opinion. Il y a eu le professeur Giuseppe Trito, qui est le patron de la WABT, World Academy for Biomedicine and Technology. Et Trito, autant que d'autres personnes que j'ai interrogées dans mon émission, qui sont des biologistes et des immunologues, nous ont dit, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est une arme biologique. It's a bioweapon. Eh bien, il faut les écouter. Mais ne demandez pas à quelqu'un qui ne maîtrise pas la protéine spike d'en parler, si ce n'est pas son domaine. D'accord? Donc attention à chaque fois qu'on vous dit c'est l'opposition contrôlée parce qu'elle ne veut pas parler du graphène. C'est pas son boulot. Écoutez les autres qui en parlent, mais c'est pas son boulot.
Ok? Surtout, restons bien unis, parce que la force d'en face, c'est qu'ils sont d'une seule voix et d'un seul bulldozer. Et nous, on est en train de s'éparpiller. On est en train de se séparer entre personnes qui sont pro ceci, anti cela. Il faut pas. Leur force à eux, c'est justement notre division. Il y a un membre de la CIA, j'ai oublié son nom, qui avait dit à un moment donné: nous saurons que notre programme de désinformation sera complet quand tout le public américain saura que c'est faux. Vous voyez cette force de la division et de la désinformation qui existe en face. Je vais prendre une autre image pour vous allez comprendre. J'ai l'impression, depuis longtemps, que nous sommes devant une espèce de moissonneuse-batteuse qui est en train de saccager le champ de blé. C'est la moisson. Et nous, on est devant, on est des petits mulots. On fait quoi? On se chamaille les uns et les autres sans voir la moissonneuse-batteuse et on se fait ratisser par les lames? Ou alors on se plante dans un coin, dans un trou, on attend que ça se passe. Et quand la moissonneuse-batteuse est passée, devant le champ de ruines, on se décide à tout reconstruire ensemble. Unis, nous tenons. Divisés, nous tombons. Alors, c'est pas simple à dire parce qu'en face, vous savez très bien, je ne vais pas citer des noms particuliers, mais nous sommes dirigés par des marionnettes qui elles-mêmes sont dirigées par d'autres marionnettes, et puis on ne sait jamais qui dirige tout en haut. Mais n'oubliez jamais une chose, quel que soit celui qui est tout en haut, et quelle que soit la taille et la couleur de son trône, un être humain n'est jamais assis que sur son cul. Alors n'ayons pas peur d'eux. N'ayons pas peur. Ils veulent qu'on ait peur. Ils veulent qu'on ait peur, n'ayons pas peur. Alors que faire? La première étape de ce qu'il faut faire, à mon avis, vous avez le droit d'avoir une opinion différente, là c'est une opinion, qui va découler de tous les autres. Savoir dire non. Non est non négociable. De là découlera tout le reste. Et le premier non qu'il va falloir dire, parce que là on est en train de nous rabâcher là-dessus, c'est la muselière. Non, vous ne musellerez plus jamais nos enfants. Non, monsieur l'instituteur, non, monsieur le directeur d'établissement scolaire, mon enfant ne portera plus jamais quoi que ce soit sur son visage qui l'empêche de respirer normalement. Et nous vous demandons également que nos enfants puissent voir le professeur qui parle, parce qu'un prof qui se masque, l'enfant va être dyslexique. Il ne va plus être en mesure de faire la distinction de la phonétique du prof. Donc c'est important. C'est non. Commencez par ça. C'est juste, je veux dire, c'est juste avec le masque, mais c'est important parce que si vous acceptez le doigt dans l'engrenage, vous aurez tout le reste jusqu'au point d'injection. Vous savez, et vous devez en parler autour de vous. Et vous devez continuer à informer autour de vous. C'est vraiment important. Nous avons tous une part de colibri à faire. Il ne faut pas la négliger. Notre petite part à nous, vous connaissez l'histoire du colibri, la petite goutte d'eau que le colibri balance dans l'immense incendie de forêt, c'est ridicule, mais il a fait sa part. Et nous devons tous faire notre part. Parmi nous, il y a des colibris, il y a des pélicans avec des plus grands becs, il y a des canadaires, ok, mais chacun doit faire sa part. Non et non négociable à tout ce qui va arriver. D'abord le masque, protégeons nos gosses. Deuxième chose à faire, posez-vous la question. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Suis-je prêt à tout perdre? Ma sécurité, ma maison, mon boulot, mon statut social, mon confort. Qu'est-ce que j'accepte de perdre? Ma santé. Peut-être pas la santé. Non, mais il faut faire la balance, quoi. Si vous ne vous sentez pas capable de perdre, notamment tout ce qui est matériel et confortable, vous n'êtes pas prêt pour le combat. Troisième chose, pour le que suis-je prêt à perdre, moi j'aime bien citer Thomas Sankara, qui était le premier président du Burkina Faso, autrefois la Haute-Volta, et
transformé en Burkina Faso, et le président Thomas Sankara, qui était un militaire, c'est rare que je cite un militaire, hein, mais ça j'aime beaucoup, il nous disait, je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Bon, quelques jours après, il était assassiné. Mais au moins, il nous a laissé ça. Comment on s'organise? Troisième chose. Au niveau de notre alimentation. On vit de plus en plus dans une société où l'alimentation est transformée. Est-ce qu'on va accepter de continuer à faire nos courses dans les supermarchés où tout est transformé? Où nos pommes bio sont dans des sachets en plastique? D'accord? Où nos bananes bio nous viennent de Guadeloupe, où il y a eu quand même un sacré trajet d'avion, et où le label biologique n'a plus la même valeur qu'en France. La santé, quand l'Hexagone. La santé, comment on va faire? Il y a de moins en moins accès aux médecins traitants. Aux dernières nouvelles, il y a quelque chose comme 75 000 Français qui n'avaient plus de médecin traitant. Essayez d'en trouver un là maintenant qui va accepter de prendre des nouveaux patients, c'est pas simple. Ils ne peuvent pas tout faire. Et puis il va falloir qu'on cherche à s'organiser autrement au niveau de la santé. On parlait tout à l'heure des médecines alternatives. Et chacun ici est en mesure de se former, et si ça n'a pas déjà été fait, sur une médecine autrement. Vous savez comment on dit médecine en indien Lakota? Herbe. Herbe. Intéressant. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre jardin. Enfin moi, ça fait depuis Covid, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que je balance plus mes orties. Je les bouffe. Les pissenlits, c'est pareil, jusqu'à la racine. Je regarde le gaillet gratteron avec un autre œil. Vous voyez? C'est un accord bien fait, le sorti. Donc c'est important aussi de savoir comment on va se soigner. Il n'y a pas que les plantes, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, mais les soins qu'on va s'apporter vont être importants. L'alimentation, santé, souvent ça va de pair. L'éducation de nos enfants, on fait quoi? On va laisser le ministère de l'Éducation, rappelez-vous qu'autrefois ça s'appelait même le ministère c'était l'instruction, c'est le ministère de l'Instruction. Donc ils étaient juste en charge d'instruire nos enfants, leur apprendre à lire, écrire, compter l'histoire de France. Là maintenant c'est l'éducation. C'est-à-dire que vous les parents, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous n'êtes plus les éducateurs de vos enfants, c'est les profs. Vous voyez, cette espèce de transfert de responsabilité qui n'a pas lieu d'être. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'éducation de nos enfants? On la reprend en main, et l'instruction, on en fait quoi? Il y a de plus en plus d'écoles à la maison qui se sont créées. Et c'est pas pour rien que Macron a voulu les interdire. Hein. C'était pas pour lutter contre le salafisme ou autre. Hein. Quand on embrigade bien une jeunesse, on fait ce qu'on veut de la population derrière. Hein. Ça, les totalitarismes du XXe siècle le savaient très bien. On va aussi continuer à informer sur les vaccinations en général, et particulièrement celui qui est en train de faire le forcing dans les écoles, qui est le garde asile. C'est surtout en 5e, je pense, qu'ils essayent de faire le forcing, mais soyez pas dupes, hein, ça viendra aussi pour les autres âges de l'école. Ça, vous pourrez trouver tous les renseignements qu'il vous faut, mais une chose très simple à dire aussi aux gens qui veulent absolument se faire vacciner contre le garde asile pour éviter le cancer du col de l'utérus, c'est qu'est-ce qui cause le cancer du col de l'utérus? Vous connaissez les causes du cancer de l'utérus? Tout le monde nous dit papillomavirus? Non. Alors je vais vous les dire. Tabagisme actif, grossesse précoce, grossesse multiple, partenaire multiple. Il y a une petite partie, c'est certains papillomavirus, pas tous. Il y a plein de souches de papillomavirus. Et le garde asile 9 n'en protège que sur 9, n'en protégerait que sur 9, parmi tous. Sans compter qu'il y a très peu de transformation maligne, de contamination de papillomavirus en cancer. Très peu. Alors quel risque on peut faire courir à toute une population? Quelle est cette société où un président de la République se transforme en VRP des laboratoires pharmaceutiques dans les écoles?
Posez-vous juste cette question-là. Et peut-être que vous vous rendrez compte que ceux qui nous ont menti pendant tant d'années sur le Covid, peuvent-ils nous dire une seule fois la vérité sur un autre type de vaccin? Jusqu'où on va leur faire confiance? Donc, quelle médecine pour demain? Je vous ai parlé de l'herbe en Indien Dakota. Rappelez-vous, j'espère que vous l'avez aussi chez vous, ce bouquin qui devrait devenir une Bible, même si ça mériterait d'être remis à jour à chaque fois. C'est le livre de Jean Seignalé, La médecine du 3e millénaire. Il parlait de l'alimentation. C'était déjà révolutionnaire. Depuis une dizaine d'années, maintenant, on apprend de plus en plus de choses sur nos problèmes de santé chroniques, nos maladies de civilisation et notre microbiote intestinal, nos bactéries. Vous savez que vous avez 2 kg de bactéries dans les boyaux et que sans elles, vous seriez mort. Vous ne pourriez pas vivre parce qu'ils nous permettent de fabriquer des vitamines, de synthétiser tel et tel élément, de les absorber, nous permettent d'augmenter notre système immunitaire. Le tout, c'est de pouvoir prendre bien soin de ce microbiote. On en prend soin. Or, notre société actuelle, avec ses aliments transformés, avec ses junk food, avec les perturbateurs endocriniens, etc., tout, on n'en prend plus suffisamment soin. On ne sait plus prendre soin de notre microbiote. Quand on est abreuvé de médicaments dès l'enfance, des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est bien pour lutter contre une infection, mais ça n'empêche que ça va tirer au napalm sur toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Donc ça perturbe. Mais il y a des choses qui font qu'on n'a pas forcément le même microbiote les uns les autres. Par exemple, savez-vous que les personnes nées par césarienne ont des troubles du microbiote intestinal? Parce qu'ils ne sont pas passés par la filière vaginale de la maman, donc ils n'ont pas récupéré les microbes de la maman qui ensuite colonisent l'ensemble du corps de l'enfant. À tel point qu'il y avait une clinique aux États-Unis qui, lorsqu'ils avaient une césarienne, ils prenaient un badigeon, ils l'introduisaient dans le vagin de la maman, et ils badigeonnaient le bébé avec. L'allaitement maternel. De plus en plus, on cherche à artificialiser le lait de l'enfant. Or, le lait maternel a tous les avantages parce qu'il est parfaitement adapté comme une pièce de puzzle aux besoins de l'enfant. Et un enfant qui est nourri au lait maternel exclusif pendant plusieurs mois aura un microbiote intestinal bien meilleur que celui qui a eu peu d'allaitement maternel ou un allaitement artificiel rapide. Notre microbiote intestinal, ça va être drôlement important de s'en inquiéter. Je vous ai parlé des antibiotiques, je pourrais vous parler aussi des médicaments, les inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole, etc. Tout ce qui se finit par zole. C'est des médicaments qui empêchent l'acidité de l'estomac. Vous savez, on a des reflux, on a des gastrites, on a un ulcère, hop, oméprazole. Ouais, mais si on limite l'acidité de l'estomac, on empêche l'estomac de faire son boulot correct, qui est d'une part de bien casser les aliments par l'acide, et surtout de protéger des bactéries pathogènes qui nous viennent avec notre alimentation. L'acidité tue les bactéries qui n'ont pas besoin d'être là. Mais si on limite l'acidité de l'estomac, il y a des bactéries qui vont passer, qui vont venir coloniser nos organes digestifs. Et c'est là qu'on va se retrouver avec des pathologies digestives, avec des gens qui vont avoir des ballonnements, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, qui est plus en fait de la pullulation microbienne dans le petit intestin, qu'on appelle du SIBO. Il semblerait que quand on parle de côlon irritable, c'est une espèce d'étiquette fourre-tout pour dire vous allez au boyau détraqué, mais on ne peut rien faire pour vous. Et qu'en fait, c'est 9 fois sur 10, il semblerait que ça soit lié au fait que notre petit intestin soit colonisé par des bactéries qui n'ont rien à faire là et qui entraînent une macération. D'où les ballonnements et les gaz. Le SIBO, vous avez entendu parler du SIBO? La maladie d'épée. C'est SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Pullulation bactérienne du petit intestin. Donc, avec tout ça, soyons dans la joie parce qu'il y a des créneaux à investir en matière de santé, en matière d'éducation, il y a plein de choses à refaire. C'est le principe, c'est le but. Quand il y a
un champ de blé qui a été abattu, là, et ben maintenant dessus il faut refaire des choses, il faut reconstruire. Et on peut refaire des belles choses avec du beau blé. En alimentation, en herboristerie, en médecine douce, il y a des créneaux à prendre. Alors il faut les investir, ces créneaux-là. Et alors une chose sur laquelle je voudrais terminer, pensez à cultiver la joie. Des joies simples, des joies communicatives, mais c'est ce qui manque cruellement à notre monde. C'est beaucoup de joie. Ça peut être d'une façon très simple, mais concernant, il y a deux choses, si vous voulez, qui se multiplient à chaque fois qu'on se les partage. C'est les connaissances et la joie. Les connaissances, vous en avez ici. Certains sont des... J'ai vu qu'il y avait parmi nous, il y avait un gars qui s'est spécialisé dans les aliments... comment on appelle ça? Pardon? Lacto-fermenté. Eh ben, il nous partage ses connaissances. Il y en a qui sont des spécialistes de telle thérapie. J'ai entendu parler de sonothérapie, je ne connaissais pas ce terme avant. Il y en a plein qui s'y connaissent énormément en plantes, mais partagez votre savoir. Plus vous le partagez, et plus il va se multiplier. Et bien la joie, c'est pareil. Notre monde en a cruellement besoin. C'est des joies simples que vous pouvez avoir pour vous-même et que vous allez pouvoir transmettre aux autres. Je vais vous partager quelques joies simples. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. J'ai des joies simples. C'est quand je fais un trajet, par exemple sur l'autoroute, que je vois un rapace en train de surveiller pour voir s'il y a une proie. Mais l'autoroute est bien droite, je me permets d'écarter le regard. Je dis, ouais, c'est quelle merveille, quoi. Mais ça me met en joie. Et je rends grâce à la création. Il y a plein de petites joies comme ça. Dans le regard de vos enfants ou de vos petits-enfants, vous trouvez plein de joie. Et ça, après, vous êtes en mesure de la transmettre à d'autres. Et quand l'autre exemple, que vous êtes dans la joie et vous voulez traverser la rue, et puis il y a un automobiliste qui arrive et qui pile devant vous. Vous voyez? Parce qu'il était tout confus, vous n'avez pas vu. Donnez votre sourire et il verra bien que vous lui en voulez pas et il vous le donnera le sien en même temps. Pendant tout le temps où on a eu des masques, on était privés de sourire. Maintenant, il faut se les donner. Il faut transmettre. Transmettez ce que vous avez. Transmettez. Certains connaissent peut-être François d'Assise, qui a vécu au XIIIe siècle. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. C'est une prière qu'on lui accorde. C'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait dite, mais peu importe. Que cette prière nous parle à tous. Là où il y a du désespoir, je mets de l'espoir. Mais encore mieux de l'espérance. Là où il y a de la tristesse, je mets de la joie. Une heure.